de vous avoir fait attendre, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je fais peut-être une petite déclaration liminaire et ensuite relance de questions en essayant d'être le plus grand public, si j'ose dire, possible, parce que c'est une matière qui est particulièrement complexe. Juste, la réunion cet après-midi, elle est importante parce qu'elle s'inscrit après le discours du président de la République à Eurosatory lors de ce salon de l'armement pour l'armée de terre et surtout le discours de Brienne du 13 juillet dernier dans lequel le chef de l'État a décliné la feuille de route pour le ministère de ses armées, donc les armées françaises, pour les mois qui viennent. Vous savez qu'il y a un rendez-vous important, c'est la construction d'une loi de programmation militaire pour la période à venir qui va donc donner non seulement des moyens mais aussi donner les dangers et donc donner aussi la feuille de route et les moyens capacitaires, les moyens humains auxquels les armées vont devoir faire face dans les années qui viennent. Je me suis exprimé dans les colonnes du Figaro en début de semaine pour traiter un aspect humain, particulier dans notre modèle d'armée que sont les réserves. Je pourrais revenir dans le cadre de vos questions, mais enfin il n'y a pas que le volet humain du soldat, qu'il soit d'actif ou de réserve, il y a évidemment aussi les équipements qu'on leur donne. Au fond, on est depuis 20 ans dans un modèle où nos armées sont largement engagées pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme militarisé, notamment au Sahel, on le sait, dans des opérations qui ont conditionné une partie de nos équipements. Notre modèle d'armée, il est dit complet, et on dit souvent qu'il est échantillonnaire, c'est pas tout à fait vrai, mais quand on dit qu'il est complet, c'est qu'on a vraiment un peu de tout. Et là, on le voit bien, il y a un avant et un après février de cette année, puisqu'on redécouvre, en tout cas l'opinion publique et un certain nombre de stratèges, redécouvrent ce que peut être un conflit conventionnel de moyenne à haute intensité aux portes de l'Europe. Et donc au moment où on doit écrire cette loi de programmation militaire, le président de la République nous a demandé de bien regarder comment l'industrie française est capable de produire suffisamment d'une part, et dans les temps d'autre part, à des prix qui sont responsables, enfin, c'est les trois objectifs, dans les années qui viennent. Je le dis parce qu'au fond, 50 ou 60, où le général de Gaulle, avec ses ministres, avec le Parlement de l'époque, avec l'ensemble des industries françaises de l'époque, des ingénieurs de l'époque, ont décidé de définir une autonomie stratégique, développer notre propre système d'armement. C'est particulièrement vrai pour la dissuasion nucléaire, mais c'est vrai aussi sur notre marine, c'est vrai aussi sur notre artillerie, par exemple pour l'armée de terre, c'est vrai de notre aviation de chasse, dont le Rafale est évidemment aujourd'hui devenu un des symboles importants. Et donc, ce qui se joue aussi dans les années qui viennent, c'est de notre capacité à continuer d'être autonome. Autonome, nous Français, parfois dans des coopérations évidemment européennes, mais que nous ne soyons pas dépendants d'un certain nombre de pays extérieurs. Donc c'est les grands enjeux auxquels nous devons faire face, être en situation d'avoir suffisamment de matériel et suffisamment vite, si malheureusement il y avait un conflit de moyenne ou de haute intensité dans lequel la France serait engagée, mais en même temps de garantir aussi une autonomie stratégique, une souveraineté française en matière industrielle. J'ai donc réuni, dans un format d'ailleurs assez curieusement, qui est assez inédit, puisque c'est la première fois qu'on a l'ensemble des représentants de la base industrielle technologique de défense française, avec en même temps la délégation générale à l'armement, en même temps les forces armées, représentées par le chef d'état-major des armées et évidemment les trois chefs d'état-major, en même temps le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Bref, on a créé un écosystème global, une comitologie qui nous a permis de nous parler très franchement sur ce que nous devons améliorer collectivement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Un des premiers engagements, il est pour le ministère des Armées, c'est une capacité déjà à avoir une expression de besoin pour les armées qui soit beaucoup plus simple. Ces 20 ans, ces 20 dernières années, parfois nous ont conduit à quelques pentes dans lesquelles on a demandé à certains équipements de tout faire, ou d'avoir beaucoup d'options, ou d'avoir des modèles très différenciés en fonction qu'ils partent à l'exportation ou qu'ils vont pour l'armée française. On a un hélicoptère, le NH90, il existe une version marine, il existe une version pour l'armée de terre. Les fameux César qui sont devenus très connus avec malheureusement la guerre en Ukraine. On a plusieurs générations de César avec des motorisations ou des systèmes de roues qui sont très différenciés. Tout ça est un obstacle à aller vite. Incontestablement, plus vous avez d'options, plus le matériel est sophistiqué et compliqué, moins il est rustique, plus il est long à produire. Donc ça, moi j'ai pris un engagement en tant que ministre des Armées, c'est que les armées françaises soient capables d'avoir des expressions de besoin à l'avenir, beaucoup plus rustiques, beaucoup plus simples, ce qui nous permettra, en fonction des besoins, de massifier. Deuxième engagement que le ministère des Armées a pris, c'est évidemment de simplifier les procédures administratives. Je pense que pour beaucoup de programmes d'armement, il y a une volonté de bien faire dans nos systèmes de normes. Parfois, ce sont des milliers de pages de documentation administrative qui sont demandées aux différents industriels. Pour de bonnes raisons. Ne jetons pas la pierre aux équipes du ministère, parce qu'on a une culture de risque en tant que paix.
ce n'est pas jeter un pavé dans la mare que de dire que la notion de risque en temps de guerre, parce qu'il faut produire vite et prendre des risques, elle doit précisément s'évaluer autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va abaisser les standards de qualité, mais ça veut dire qu'incontestablement, on doit savoir prendre quelques risques, y compris dans les procédures et en les réduisant. Et donc le délégué général à l'armement et son adjoint ont reçu mandat de faire un certain nombre de propositions en lien avec les industriels pour simplifier l'ensemble de ces procédures. Puis évidemment, si je suis venu avec les engagements du ministère, j'ai demandé des engagements aux différents industriels. C'est l'argent du contribuable, le budget des armées augmente, il est bien normal aussi que l'on fasse attention à comment cet argent est utilisé et qu'il produise bien l'effet escompté, c'est-à-dire en clair, protéger la France et les Français. Là, il y a plusieurs ateliers, en tout cas plusieurs groupes de sujets sur le volet production de l'armement qui vont donner, à mon avis, un certain nombre d'engagements très forts dans les temps qui viennent. En tout cas, je peux déjà vous en donner quelques-uns. Un, il y a une réflexion importante sur les stocks. On ne va pas se raconter d'histoire, il y a un avant et un après Covid dans la manière d'aborder les stocks dans ce pays, et en Europe, et en Occident de manière globale. On découvre qu'on ferme des frontières du jour au lendemain, et ben, on a des systèmes d'armes qui pourtant font partie de notre régalien profond, et du jour au lendemain, on est privé d'une pièce à l'export, à l'import précisément, parce que on est dépendant d'un certain nombre d'industries qui malheureusement parfois sont parties très très loin du continent européen. Moi, je n'ai pas d'état d'âme, je veux un agenda de relocalisation. Je pense que si on est sur la souveraineté française, on ne peut pas comprendre qu'un certain nombre de pièces soient produites à l'étranger, parfois même dans des pays qui sont des pays qui peuvent potentiellement être des concurrents ou des compétiteurs. Donc il y a un agenda de relocalisation, je ne donnerai pas d'exemple d'industrie cet après-midi parce que c'est un agenda qu'il faut évidemment déployer dans le temps, mais il est clair qu'il ne faut pas que la question de la relocalisation industrielle soit un tabou. Je ne veux pas dire quoi qu'il en coûte, mais pas loin. Il y a un enjeu aussi sur les stocks que les armées doivent faire. Parfois, on n'est pas précautionneux parce qu'on n'a pas suffisamment de stocks stratégiques sur un certain nombre de munitions. Des décisions ont été prises par le général Burkhardt, que j'appuie évidemment ces derniers mois. C'est le fameux rétexte de la guerre en Ukraine, en disant sur un certain nombre de munitions, nous devons pouvoir faire face. Et donc ça, ces stocks, bien sûr, on doit faire ce réassort. Il est important de le faire rapidement. Mais le stock concerne aussi évidemment les industriels. Stock de matières premières, dont on sait en plus qu'avec le contexte géopolitique actuel, l'accès à ces matières premières, nickel, titane, que sais-je, peuvent être beaucoup plus délicats qu'auparavant. Donc là, on a demandé aux industriels de réfléchir à ces stocks. Pendant des années, avoir du stock était un signal de mauvaise gestion. Certains chefs d'entreprise, même, leur rémunération était évaluée en fonction de leur capacité justement à ne pas faire du stock, comme si c'était de la graisse superficielle. Donc là, il faut inverser le registre. Il faut plutôt dans une logique gestion père de famille, ou en tout cas grand-mère de famille, avoir sa réserve, avoir son épicerie, pardon de cette image grand public, qui soit suffisamment solide pour faire face. Et donc avoir des stocks qui augmentent. Évidemment, ça peut avoir des impacts sur la marge de ces entreprises, mais enfin, une fois de plus, les entreprises d'armement participent aussi à notre souveraineté, et donc il y a une dimension patriotique sur laquelle, évidemment, les différents industriels y ont été sensibles. Il y a des réflexions aussi à avoir sur les femmes et les hommes qui travaillent dans ces industries. Savoir-faire remarquable, pour le coup, il y a un cocorico français que l'on doit assumer, parce que, de fait, si on est capable d'avoir notre propre Rafale, notre propre dissuasion, nos propres sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nos propres sous-marins nucléaires d'attaque, enfin je ne vais pas tous les citer, mais enfin, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quand même un savoir-faire français. Il se transmet dans des entreprises dans lesquelles il faut réfléchir aussi de plus en plus à l'intéressement, à la participation, parce qu'il est évident que s'il y a un effort de guerre, il faut aussi que celles et ceux qui en font plus dans l'entreprise puissent être intéressés à cet effort de guerre. Donc ça, évidemment, c'est un point clé sur lequel, là aussi, je leur ai demandé de faire un certain nombre de propositions et d'efforts. Si on traduit ça en objectifs concrets pour vous donner des exemples, notamment des exemples pratiques au regard de ce que nous connaissons de la guerre en Ukraine. Vous avez par exemple des obus de 155 mm qui sont des obus d'artillerie, qui sont des obus qui peuvent être couramment utilisés dans un conflit. Aujourd'hui, le temps de production de ces obus, c'est de 9 mois. L'objectif que j'ai demandé et assigné à la délégation générale pour l'armement et à ses industriels, c'est de passer de 9 mois à 3 mois, pour donner un exemple tout à fait précis. Ces canons César, dont parfois il faut plus de 30 mois pour les produire, je souhaite que le point d'atterrissage en cible soit 12 mois, une année. Ce sont des exemples précis, tout cela ne se fera pas du jour au lendemain. Je précise que ce n'est pas franco-français, les Allemands ont la même réflexion, les Britanniques ont la même réflexion, les Américains ont la même réflexion, c'est le monde occidental dans son ensemble qui conduit cette stratégie, mais nous assumons aussi une autonomie française, gaullienne en quelque sorte, sur laquelle nous avons quelques devoirs. Dernier point, j'ai sensibilisé,
pense important d'établir aussi cette vérité vis-à-vis de notre opinion publique. J'ai sensibilisé nos industries de défense au risque d'espionnage et de sabotage dans les semaines et les mois qui viennent. Là aussi, quelques pratiques de la guerre froide, nous les croyons, du passé est terminé. Nous avions de l'espionnage industriel auquel nous avons fait face ces dernières années, mais l'espionnage industriel, c'est voir ce qui se passe pour capter, voler une technologie pour la ramener dans son pays. Le sabotage, c'est autre chose, c'est nuire à la chaîne de production, et vous voyez bien l'effet absolument dramatique que cela peut avoir. On constate et nous surveillons un certain nombre d'agissements. Je n'irai pas plus loin parce que tout ça est couvert par le secret, mais nos services évidemment identifient un certain nombre de choses. Et donc là aussi, il faut que les industries de défense, en lien avec la DGA, la DRSD également, la DGSI, qui est sous l'autorité de M. le ministre de l'Intérieur, on puisse aussi avoir un plan de résilience, de robustesse de notre industrie de défense pour éviter toute tentative malveillante, voire pire, de sabotage sur du matériel qui serait indispensable. Donc j'ai aussi demandé à nos entrepreneurs, à nos industries, de réfléchir à dupliquer aussi un certain nombre de logiciels pour le cyber ou tout simplement d'outils. Dans certaines entreprises, parfois il y a qu'un module ou un robot de production pour certaines pièces. En avoir un deuxième, en dupliquant les choses, c'est évidemment être capable de résister à ces axes de sabotage. Voilà, c'est une première, cette réunion. On va se revoir au mois d'octobre. L'idée, c'est d'aller très 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 vite, dans un rétex permanent aussi de ce que nous voyons en Ukraine, de ce que les Ukrainiens nous racontent aussi, parce qu'évidemment, on échange beaucoup avec l'armée ukrainienne que nous aidons et que nous soutenons, comme vous le savez massivement, même si on ne donne pas tous les détails de ce que nous faisons pour eux. Mais donc, au regard aussi de ce qu'ils vivent, nous en tirons des conclusions en permanence, en direct, en temps masqué, pour les armées françaises. Vous disiez que c'est un dossier assez complexe. On parle en ce moment d'économie et de guerre. Concrètement, pour le grand public, qu'est-ce que l'économie de guerre? On n'est pas en guerre, mais on doit se préparer éventuellement, malheureusement, à y faire face. Et c'est pas au moment où on est en guerre qu'il faut se poser la question si les munitions vont arriver. C'est aussi simple que ça, l'économie de guerre. Comment, dans un pays qui vit en paix, à l'exception du terrorisme, disais-je, mais comment un pays qui vit en paix, à l'exception du terrorisme, peut faire face sur le volet stock, munitions, armement, s'il fallait aller très très vite. C'est aussi simple que ça, l'économie de guerre. C'est en clair plus la guerre, le régalien profond, la capacité à se défendre, que l'économie en tant que telle. Et donc c'est une réflexion qui n'est pas du tout conceptuelle, mais qui doit justement nous permettre de ne pas subir. L'économie de guerre, c'est se préparer à ne pas subir. Est-ce qu'on peut s'attendre à que certaines industries soient réquisitionnées, par exemple, pour produire plus? Ça dépend des situations. Mais de fait, on voit bien qu'il y a trois cas de figure en fait, dans lesquels on peut se trouver. Le cas de figure de la compétition, globalement. La compétition, c'est l'état de figure un peu normal. Il y a des concurrences, elles sont commerciales, elles peuvent être stratégiques, elles ont toujours existé, elles existeront toujours. Vous avez quand même un deuxième stade, c'est la contestation. C'est clairement le stade dans lequel la France se retrouve aujourd'hui. Contestation d'un ordre établi, contestation du droit international, contestation des frontières de l'Ukraine, de nouveau une capacité à nous défendre, à dissuader. Enfin, c'est clairement le schéma dans lequel nous nous trouvons. Je pense qu'il faut l'assumer. Le président de la République l'a dit à de nombreuses reprises depuis le mois de février, donc ce n'est pas une annonce que je vous fais, je le redis juste avec mes mots. Et puis bien sûr, il y a le troisième stade, c'est la confrontation. Voilà. C'est le troisième stade dans lequel nous pourrions être engagés. Je mets le terrorisme une fois de plus de côté, qui est une confrontation permanente, mais elle obéit, elle prend d'autres visages et d'autres formes. Encore que nos forces armées au Sahel ont fait un travail remarquable en direct, pratique, concret, que l'on peut observer sur le sujet. En cas de confrontation, on ne peut pas découvrir qu'il nous manquerait des munitions ou qu'on n'est pas capable de les produire suffisamment vite. Ça s'appelle l'attrition. C'est une capacité tout simplement à avoir une capacité à rehausser les stocks en permanence. Donc en fait, c'est la réflexion que l'on mène, parce que c'est notre devoir sous l'autorité d'Emmanuel Macron que de préparer le pays à tous les scénarios possibles, non pas pour l'année qui vient, mais pour les 10, 15, 20 années qui viendront. Donc on pourrait réquisitionner des industries civiles, par exemple, pour produire des équipements militaires? Alors déjà, la réquisition existe déjà en droit. Nous sommes un vieux pays, donc il y a déjà de vieilles dispositions juridiques qui existent. Mais typiquement, en cas de confrontation, oui, mais comme pendant le Covid, il y a eu des réquisitions par les préfets, pour le coup, des réquisitions civiles sur du matériel médical pour aller le prendre à un endroit dans certains stocks et aller, par exemple, j'en sais quelque chose comme ancien ministre des Outre-mer, le mettre à disposition de nos concitoyens en Guadeloupe, en Martinique. Donc la réquisition, elle existe déjà, mais de fait, moi j'ai lancé ce pavé dans la mare, c'est de dire, en cas de confrontation, jusqu'où on va en matière de réquisition. Et ça, ce seront des réflexions opérationnelles, parce que vous retrouverez les réponses dans la prochaine loi de programmation militaire. Donc ça, c'est la phase de concertation que nous sommes en train de mener. Pour soutenir l'Ukraine dans la durée, Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il faut que les alliés se coordonnent.
il faut qu'il y ait une coordination entre alliés. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, après c'est un travail de chaque instant. Il y a une coordination déjà à l'échelle de l'OTAN. Les Américains d'ailleurs ont pris une part importante et j'ai régulièrement Lloyd Austin, mon homologue américain, pour ce faire. Il y a une coordination européenne. Et moi, je salue le travail de Josep Borrell et de la présidence tchèque, et je salue aussi, pardon de le faire, la présidence française, parce que depuis le mois de février, c'est aussi la présidence française de l'Union européenne qui nous a permis de nous coordonner. Je pense qu'on est à un niveau satisfaisant de coordination sur les questions d'équipement. Le sujet, c'est dans une guerre qui peut durer, il faut être aussi en capacité de durer dans cette coordination, notamment sur les munitions. Et on a un vrai chantier devant nous en termes de coordination, c'est la formation et la maintenance. C'est une chose que de donner du matériel au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. On va arriver dans un moment où ces matériels vont avoir besoin d'être en situation d'être entretenus, voire même réparés. Réparés par l'usure ou réparés pire, parce que ces matériels ont pu faire l'objet de dégâts importants. Pareil sur la formation. Malheureusement, une guerre, ce sont aussi des femmes et des hommes qui tombent. Donc vous avez peut-être des générations d'artilleurs ukrainiens qui ne seront pas forcément là demain, pardon de cette dureté avec laquelle je le dis, mais sur lequel on doit donc se tenir prêt à avoir des militaires qui sont en capacité de se servir de matériel dont parfois ils ne connaissaient même pas l'existence avant le mois de février de cette année. Et donc là aussi, le chantier de la formation demande une coordination majeure, mais la France en tout cas appuie les différentes initiatives européennes pour ce faire. Vous parlez davantage de rusticité. Or, sur le terrain en Ukraine, on voit que ce sont des armes ultra perfectionnées qui font la différence. Pourquoi on a l'impression qu'il y a une contradiction? Oui et non, en fait. L'un va avec l'autre. Si vous avez 10 hélicoptères absolument géniaux qui sont capables de faire plein de trucs, mais une fois qu'ils se sont fait malheureusement descendre, vous n'avez plus aucun hélicoptère, vous n'avez donc plus de force aéroportée. Donc en fait, c'est un équilibre entre les deux. C'est avoir du matériel qui soit capable en innovation de déjouer un certain nombre de pièges, en termes de brouillage radar, en termes de furtivité, que sais-je, en termes de capacité aussi à emmener des charges beaucoup plus lourdes, autant d'éléments qui sont importants et recherchés. Enfin, si vous n'avez pas non plus suffisamment d'hélicoptères, malheureusement, vous arrivez à un niveau d'attrition qui est préoccupant. Et en Ukraine, c'est la grande cohabitation de tous les armements, y compris côté russe, de ce que j'en sais. Où vous avez à la fois du vieux matériel soviétique, y compris côté ukrainien, comme vous avez des pièces d'artillerie les plus modernes, au hasard les canons César. Donc on voit de toute façon que l'équilibre entre flux et stock, l'équilibre entre part d'innovation dans le matériel et disponibilité de ce matériel, c'est l'énorme problématique de toutes les armées occidentales, y compris l'armée américaine qui dispose de stocks immenses, mais qui doit aussi faire des choix, comme tout pays. C'est un des points majeurs de la prochaine loi de programmation militaire. Donc il faut tout, on a assez d'argent pour financer tout ça. Pour le coup, il y aura une courbe financière et budgétaire qui correspondra à ça. L'avantage d'être ministre des Armées en 2022, c'est qu'on n'a pas attendu l'Ukraine pour augmenter le budget des armées grâce aux décisions que le président de la République a prises en 2017. Bon, c'est précieux parce que je m'apprête à aller devant le Parlement avec un projet de loi de finances pour 2023 avec 3 milliards d'euros en plus pour mon ministère, 44 milliards d'euros en tout. Est-ce que ça suffit à réparer très vite tout ce qui a été abîmé pendant parfois des années? Non. Enfin, c'est plus facile quand même de gérer une courbe qui augmente qu'une courbe qui diminue. Après, il faut coller au risque. Et depuis le mois de février, le niveau de risque et le niveau de danger est d'une autre nature. Je pense que vos chaînes de télévision, vos stations radio n'ont jamais autant retraité de la question de la dissuasion nucléaire depuis le mois de février dernier. Ce n'était pas le cas dans les années auparavant. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de l'armée de terre ou de l'artillerie, ces fameux canons César, qu'on en a parlé ces dernières années. Donc de toute façon, l'enjeu pour une armée comme l'armée française, c'est de continuer à être aux avant-postes sur la lutte contre le terrorisme, parce que malheureusement l'Ukraine peut nous rendre myopes, et on peut très très vite ne plus regarder ce qui se passe en Afrique. Or, il ne faut pas être naïf, j'entends des choses très curieuses parmi nos opposants. Le jour où vous avez un califat territorial en Mali, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, parce que Serval et Barkhane ont empêché que Bamako ne tombe justement aux mains des islamistes, le jour où vous avez un califat au Mali, il est une évidence qu'il y a un enjeu de sécurité pour l'ensemble des pays de la zone méditerranéenne, dont la France. Donc, on se doit de continuer à être bon sur le terrorisme, et ça je le porterai parce que je vois bien que dans le débat public français, cette question du terrorisme, mine de rien, elle occupe moins de place qu'avant, et ça à mon avis c'est préoccupant. Et de l'autre côté, il faut aussi qu'on réfléchisse au modèle d'armée dans un schéma plus conventionnel, mais à la différence de ce qu'on a pu lire aussi ou là sur est-ce qu'on serait capable de tenir 6 jours, 7 jours, ce qui franchement est complètement grotesque et un peu lunaire comme conversation, ça se fait aussi dans un schéma, je le rappelle, et on le doit au général de Gaulle, dans lequel nous avons une voûte nucléaire, une voûte de la dissuasion, qui quand même aussi carène une partie de la stratégie de défense française.
Vous vouliez être très clair auprès de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Aux industriels, vous leur avez demandé de produire 2 fois plus de quelles munitions, 3 fois plus de quelles armes, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets bien sûr. de ce dont l'armée française a besoin? Là où vous avez raison, c'est qu'on a établi un top 10 des armes prioritaires. Je vais en citer 3 pour être très grand public et très facile. 1, les obus. C'est pas la peine d'avoir des pièces d'artillerie si vous n'avez pas de munitions au réassort. Les fameux obus de 155 mm, je le redis, si vous n'êtes pas capable de les produire vite, 9 mois, c'est pas acceptable. Ce n'est plus acceptable. 3 mois, on sait faire. Vous avez l'exemple des canons César, désormais bien connus. Une fois que vous avez un canon de cette nature que vous avez donné, c'est un exemple bien connu pour les armées françaises, puisqu'on en a donné 18 à l'Ukraine, si vous n'êtes pas en capacité de le faire le réassort très très vite, vous démembrez potentiellement une partie de votre artillerie. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de mois pour ces canons César. Grâce aux efforts de Nexter, et je les en remercie publiquement, on est arrivé à 24 mois. Je souhaite qu'on puisse tomber à 12 mois. Pendant des années, la menace contre le terrorisme nous a conduit à regarder les dispositifs sol-air de manière différente. Ça ne veut pas dire que le ciel français n'est pas défendu, je vous rassure, parce qu'il est défendu autrement par l'armée de l'air, et notamment par le haut, par des dispositifs air-air. Mais on le voit bien, y compris sur un site comme ici, Ballard, les dispositifs solaires vont de nouveau occuper une place importante dans notre dispositif de défense. Voilà, c'est 3 exemples très concrets sur lesquels non seulement il faut qu'on mette de l'argent sur la table, on est en train de le faire, mais surtout il faut que ça réponde vite. Et ça a été dit très clairement aux industriels. Mais Nexter dit il ne sort que 9 canons César à Bourges par an. Eh bien, ils vont faire plus. Si, ils vont faire mieux. Parce que c'est ce qu'on leur a demandé, parce que je veux qu'ils réfléchissent différemment sur les stocks, je veux qu'ils réfléchissent différemment sur l'organisation de leur chaîne de production, parce que je demandais à la DGA aussi de regarder comment on peut simplifier tout le volet paperasse, qui mine de rien quand même, on est en France, prend quand même à chaque fois quelques semaines ou quelques mois dans les fameux mois que Nexter a pu développer. Personnel qualifié, et puis, manque, etc. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des enjeux d'échange de personnel, on en a parlé d'ailleurs avec Nicolas Chamussy, le patron de Nexter, il y a des enjeux aussi peut-être parfois de se prêter de la main-d'œuvre de gré à gré, parce que parfois sur certains programmes d'armement, il y a moins d'urgence, et donc on peut basculer une partie tourneur-fraiseur, enfin il y a un certain nombre de métiers dans la métallurgie, hein, c'est pas propre aux industries de défense sur lesquelles on peut faire ça, et pareil pour les stocks. J'ai dit à Nexter, dès lors que les canons César se vendent, voilà, je ne vois pas un ministre de la Défense dans le monde sans qu'il me parle des canons César en ce moment. Bon, dès lors que les canons César se vendent, il est évident aussi que l'industrie de défense doit aussi s'organiser autrement pour quelque chose qui se vend. Et inversement, Naval Group qui fait des sous-marins nucléaires, il ne nous aura pas échappé que nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ne sont pas des biens d'exportation. Et pour cause, c'est notre propre dissuasion. On ne mettra pas la même pression de la même manière pour une entreprise qui établit quelques sous-marins uniquement pour la Marine nationale française. Vous voyez, donc il faut faire preuve de discernement en la matière. Craignez-vous d'apparaître comme un pays belligérant avec toutes ces livraisons d'armes aux Ukrainiens? Alors pour le coup, on a déjà répondu de nombreuses fois à cette question. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Ce sont les Ukrainiens qui se battent sur le sol ukrainien, et aider une armée par de la livraison de matériel à gagner et à défendre sa souveraineté, puisque je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait de qui a violé le droit international et qui ne l'a pas violé. Donc défendre cette souveraineté, aider à défendre cette souveraineté n'est absolument pas un acte de co-belligérance. Là aussi, attention à la désinformation qui peuvent venir de certains sur ce sujet. Les entreprises